Mesdames et messieurs, éruption dans le pays profond avec Danané, focus sur la grotte de Sogalé, juste avant que s'installe notre monsieur développement durable, Cédric Lombardo. Prosper, c'est toi qui étais ici, qui avais ton chien ici, et cette eau, cette source-là, c'est toi qui surveillais ici, pendant le temps de nos parents, nos ancêtres. Et tu faisais tout ici pour que le village soit béni. Quand les gens viennent ici te consulter parce que tu es un guérisseur, c'est ici, tu prends cette eau pour traiter le médicament. Et donc ce matin, nos frères jeunes sont venus pour que cette source soit bien évoluée, pour que ce soit bien évolué, c'est à travers l'écotourisme. Et voilà, le riche patrimoine culturel de notre beau pays. Nous étions à Danané et c'était la grotte de Sogalé. Une grotte, je suis sûre que là-bas, l'eau y est très très pure. Ça fait plaisir à l'environnement, n'est-ce pas? J'aime beaucoup les documents, tellement belles images du pays. Alors, nous avançons dans cette année, elle se termine inexorablement, et pendant toute cette année, nous avons souhaité partager les défis et les solutions pour contribuer au développement durable de la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, nous allons donc solliciter la participation de nombreux experts ivoiriens, n'est-ce pas? Et en effet... Très cher Alix, on a demandé donc à Cédric Lombardo de nous faire le point de 2018 et puis on a le plaisir de le recevoir ici dans cette chronique jingle et on se retrouve juste après. S'il n'y a pas de jingle, on continue. Première question, on va commencer par le début. Cédric, bonjour. Bonjour. Depuis un an, nous faisons une chronique sur le développement durable, vraiment, et on espère que ça se passe bien, que les téléspectateurs aiment. En tout cas, les messages que nous avons nous confortent dans cela. Alors, le développement durable, c'est quoi? Des experts que vous avez rencontrés en 2018, quelle est l'intervention qui vous aura le plus marqué? Eh bien, nos experts, en fait, seront des lycéens. On avait été au lycée moderne de Grand Bassam. On avait rencontré les jeunes du Club Développement Durable. Et c'est le premier élément vidéo que nous allons vous présenter ce matin, qui était donc la définition du développement durable par nos jeunes lycéens. 6 éléments, voilà, c'est parti. Est basé sur l'interrelation entre l'environnement, l'économie et la société. Notre mode de vie dépend de notre environnement parce que l'environnement fournit à la société. Mais la société souvent impacte négativement l'environnement. Ces problèmes-là auront des répercussions sur le monde à venir. Nos enfants et les générations suivantes auront plus de problèmes que nous. Parce qu'il y aura moins de ressources, plus de population et le climat va continuellement changer. Et il faut apporter des solutions à ces problèmes-là. Nous faisons une surexploitation des ressources que nous avons. Nous dépensons plus que ce que nous avons. À cette allure-là, l'avenir n'aura pas de ressources nécessaires pour subvenir à leurs besoins. Ce sera vraiment difficile pour les générations futures de pouvoir répondre à leurs besoins puisque nous utilisons les ressources de la nature de manière égoïste. Nous ne pensons qu'à nous et nous ne pensons pas du tout aux générations futures. On a un développement qui n'est pas durable parce qu'il n'y a pas de développement qui ne dépend pas de l'environnement. Notre développement, nous et notre économie, nous dépendons de l'environnement. Et si nous ne prenons pas soin de l'environnement, en aucun cas notre développement
peuvent s'avérer vraies. L'environnement nous apporte beaucoup dans la vie. L'environnement pour la santé, nous avons besoin de l'environnement pour la santé, pour notre cadre de vie. Et même d'ailleurs, l'environnement apporte de l'économie. En bas âge déjà, l'environnement était déjà gâté. Il n'avait pas une prise de conscience par rapport à l'environnement. Donc, il y aura des impacts sur moi quand j'aurai mes 40 ans. Et on entendait parmi les témoins et dans les témoignages parler de génération future. C'est déjà maintenant. C'est déjà maintenant. Et en cette fin d'année, est-ce qu'il y a un message rassurant que l'on peut adresser à ces jeunes? Moi, je dirais qu'ils ont une parfaite conscience, je veux dire, un discours aussi bien construit avec qu'on l'a entendu. Ils ont une parfaite conscience des choses. Il ne faut pas lâcher l'affaire, entre guillemets. Nous, on essaie de faire ce que l'on peut. On a des technologies qu'on maîtrise. Et maintenant, c'est aussi à eux de voir ce qu'ils peuvent faire. Et quand j'entends le lycée de Grand Bassam qui siffle pour arrêter les cours, je me dis, c'est un peu dommage. Travaillez encore un peu. On a besoin de vous de manière motivée sur le terrain. Alors, nous avions diffusé la carte de la déforestation de la Côte d'Ivoire. Les paysans sont de plus en plus pointés du doigt. Est-ce que tout est mis en œuvre pour permettre aux paysans de concilier agriculture et préservation des forêts? Ça c'est une bonne question. Et vous vous rappelez, on était parti à la recherche justement d'un paysan. On l'avait appelé au téléphone, on avait fait une interview téléphonique depuis ce plateau. Et je crois que pour moi, c'est un des témoignages les plus saisissants. On peut appeler la responsabilité des planteurs, mais je pense que ce que nous dit Emmanuel dans son interview était vraiment quelque chose qu'il faut que tout le monde écoute parce qu'il ne demande que des solutions et pas simplement à être une source de difficultés. Nous qui subissons de plein fouet la sécheresse, le manque de la forêt entraîne le manque de pluie. Aujourd'hui, nos plantations sont en train de mourir. La sécheresse est plus longue que la saison de pluie. Mais rien ne se fait au juste. Aujourd'hui, on entend, il y a des conférences, des chercheurs et des experts qui se réunissent pour réfléchir, pour trouver des solutions. On entend tout cela à la presse. Mais concrètement, sur le terrain, rien ne se passe. Aujourd'hui, on nous parle de l'agriculture intelligente. Cette agriculture intelligente, on nous dit que ça peut être, le cacao peut être cohabité avec la forêt. Mais tout cela, ce n'est que des discours qui restent au niveau des bureaux. On a bien envie de reprendre et de faire cette technique. Mais il faudrait qu'on vienne nous apprendre comment cohabiter la forêt et le cacao. Alors, si les paysans sont si déterminés à s'inscrire dans cette démarche d'agriculture zéro déforestation, c'est ce qu'on aurait compris, que faut-il pour que cela soit mis en œuvre? On a la volonté, on a la bonne compréhension de la part des paysans de ce qui se passe en termes de changement climatique sur le territoire. La seule chose, c'est que seuls, ils ne peuvent pas y arriver. Si la Côte d'Ivoire, en 1977, est devenue le premier producteur mondial de cacao, c'est qu'il y avait un encadrement qui avait été mis en place par la SATMACI à l'époque. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on arrive à remettre en place cet encadrement pour apprendre à nos parents planteurs quels sont les nouveaux itinéraires techniques qui peuvent associer les arbres, la cacaoculture et permettre d'avoir des pratiques qui soient beaucoup plus durables pour eux, parce que c'est eux qui sont au premier front de la lutte, j'ai envie de dire, contre le changement climatique. Alors, Matin Bonheur, c'est vrai, critique énormément, parce que toutes les matinales ont un ton corrosif. C'est pour faire avancer les choses, parce qu'on ne veut pas se contenter de recevoir des gens et de ne rien apporter aux Ivoiriens. Alors, sur Matin Bonheur, il n'y a pas que des cris d'alarme. Nous avons aussi de bonnes pratiques à présenter, n'est-ce pas? Absolument. Et ça, c'est vraiment un cas de fierté nationale, parce que, rappelez-vous, il y a quelques mois de ça, on avait présenté le cas de l'aéroport international de la ville d'Abidjan. Vous savez que le secteur aérien est un secteur qui est polluant, et on dit de partout, il faut arrêter de polluer, d'émettre des émissions de gaz à effet de serre qui participent au changement climatique. Et le premier aéroport du continent africain à être neutre dans ces émissions de gaz à effet de serre, c'est l'aéroport d'Abidjan. Et je rajoute encore avant l'aéroport de Genève en Europe. Donc, c'est ça. Donc, cette bonne pratique, il était important pour nous de la présenter sur le plateau. Et donc, c'est le dernier élément vidéo pour ce matin que nous repassons encore. Comment l'aéroport a-t-il fait pour devenir le premier neutre en carbone sur le continent africain? Yes. Pour l'aéroport d'Abidjan, on a eu à identifier nos émissions en CO2 et nous avons identifié que c'était la consommation électrique qui était un problème et pour le cycle atterrissage-décollage des aéronefs, des avions, qui était également le deuxième problème. Pour ce faire, nous avons mené des actions en ce qui concerne l'électricité. Nous sommes passés des lampes à incandescence à des lampes LED. Et pour ce qui concerne le cycle LTO, nous avons construit un taxiway parallèle
pour réduire le temps d'attente en l'air, bien entendu, des avions. Il nous reste des émissions résiduelles. Pour ce faire, nous allons chercher à les compenser. Et cette compensation va se faire par l'achat de crédits carbone. En Côte d'Ivoire, n'ayant pas de structure affiliée à la Convention cadre des Nations Unies, nous sommes orientés vers le Kenya et les Indes, où nous avons acheté du crédit carbone pour compenser cette émission résiduelle. Alors, la COP24 vient de se terminer en Pologne. Absolument. Ce sommet annuel des États membres des Nations Unies sur la lutte contre le changement climatique s'est terminé la semaine dernière, comme on le disait. Peut-on aussi faire un petit bilan de ces activités internationales? Alors, un petit bilan, je vous dirais, bon, ils se sont mis d'accord sur l'application de la feuille de route, etc. Vous avez vu, je ne suis pas très emballé par cette thématique. Elle est importante. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on fait sur le territoire sans forcément attendre ce que les Nations Unies ou les experts mondiaux vont arriver à faire pour nous. Et puis, par contre, la semaine prochaine, on vous montrera un petit documentaire ou un petit extrait vidéo qui vient de la COP24, parce que pour moi, il y a une jeune demoiselle suédoise, Greta, de 15-16 ans, qui a fait un discours magnifique. Et c'est ça que je vais retenir de la COP24. Et on le verra ensemble la semaine prochaine. Merci beaucoup Cédric pour vos interventions lumineuses en matière d'environnement et de développement durable. Merci du fond du cœur. On va poursuivre donc le recensement de tout ce qui aura marqué l'année 2018 le jeudi prochain. C'est sûr, promesse tenue.